Alors, le théorème de Rolle sont des révisions là, hein, mais elles sont importantes. Le théorème de Rolle que vous connaissez bien. Illustration graphique, eh bien, si f de A est égal à f de B, il y a au moins une fois où la dérivée s'annule, donc ça va faire une tangente horizontale. Attention, il n'y a pas de raison, le théorème de Rolle ne donne en aucun cas l'unicité de C. Donc la plupart du temps, hein, même quand vous faites un exemple au hasard, vous en avez au moins deux. Voilà, C1 et C2. Et puis pour une interprétation cinématique, en fait, si vous déplacez sur un axe, mais il faut absolument que ça soit sur un axe en une seule dimension, donc comme ça ou comme ça, bah, si vous partez de là et que hop, vous revenez là, bah, il y a un moment où votre vitesse algébrique est nulle. Ok. Attention, ça marche pas en dimension 2. Hein. Si vous faites une trajectoire circulaire, votre vitesse ne s'annule pas. En dimension 1, oui. Alors, cet exemple qui est issu d'un écrit de CCP, à savoir absolument faire hein, depuis la sup, je ne relis pas l'énoncé, je vous laisse le relire. On va le montrer par récurrence. Mais d'abord, c'est bien de faire un petit dessin pour voir l'idée et puis on aura compris. Si vous présentez f qui s'annule en x0 jusqu'à xn, et ben vous voyez bien que f' s'annule au moins une fois entre x0 et x1, au moins une fois entre x1 et x2. Donc on va avoir déjà, si f s'annulait, n plus une fois, hein, f' s'annule au moins n fois. Puis après on va finir par récurrence, puisque les bêta 0, bêta 1, bêta jusqu'à bêta n-1 pourront nous servir pour f'. Donc soit Hn la propriété à montrer, on va initialiser à n égale 1. Si f, une fonction deux fois dérivable qui s'annule en f de x0 et en f de x1, alors je suis dans les hypothèses du théorème de Rolle, puisque f est continu sur x0 et x1, f est dérivable sur l'ouvert, f de x0 égale f de x1, par le théorème de Rolle, f' s'annule sur x0 et x1, aucun problème. Hérédité, soit n appartient à une étoile telle que Hn est vrai, et je vais prendre maintenant f n plus une fois dérivable, et qui s'annule cette fois-ci en x0, x1 jusqu'à xn plus 1. Il est important qu'ils soient évidemment distincts et qu'on les ait ordonnés par ordre croissant. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais appliquer le théorème de Rolle entre xi et xi plus 1 pour tout i dans 0n. C'est-à-dire qu'il va exister, c'est exactement ça, hein, bêta 0 dans x0, x1 jusqu'à bêta n-1 dans... Alors attention, puisque je suis à récurrence à l'ordre n plus 1, j'aurai le dernier, c'est bêta n entre xn et xn plus 1. Bien voir que dans le théorème de Rolle, j'ai pas tout réécrit, mais il est très important de voir que bêta i, il est dans l'ouvert, xi, xi plus 1. Le fait qu'il soit dans l'ouvert, ça nous permet de voir que tous les bêta i sont eux-mêmes dans l'ordre croissant, distinct. Et ce sont donc des zéros hein, de f', des points où f' s'annule. J'applique Hn à f', puisque f' elle est bien n fois dérivable, et j'ai bêta 0, bêta 1, bêta n des points d'annulation, des zéros. Par hypothèse de récurrence, la dérivée nème de f', dérivée nème de f', s'annule au moins une fois sur bêta 0, bêta n. Autrement dit, la dérivée n plus unième s'annule au moins une fois sur cet intervalle qui est lui-même inclus dans x0, xn plus 1, donc pas de problème. Et donc ça marche bien par récurrence. Alors une autre façon de le faire, c'est de fixer n et de le faire par récurrence finie sur p. Une phrase du genre, pour p allant de 0 à n, la dérivée n moins pim s'annule au moins en p fois. Et on peut faire une récurrence finie sur p. Bon. On passe au théorème des accroissements finis. J'ai changé la façon de filmer. Je pense que c'est mieux dans ce contexte. Donc, l'égalité des accroissements finis, vous la connaissez aussi, je vous la relis pas, d'accord. Interprétation graphique peut-être moins classique, mais c'est que f de b moins f de a sur b moins a, c'est le coefficient directeur de la droite ici. Eh bien, il existe au moins un point C où le coefficient directeur de la tangente, hein, f' de c, est égal au coefficient directeur, donc où la tangente est parallèle à cette droite qu'on pourrait appeler AB. Bon. Et puis cinématique, il existe un instant t où la vitesse instantanée est égale à la vitesse moyenne, toujours avec mon déplacement en dimension 1. Comme exemple, l'exemple le plus important de l'égalité des accroissements finis, c'est la démonstration de l'inégalité des accroissements finis. Mais si on veut un autre exemple un peu théorique, vous avez cet exercice d'oral, plutôt au niveau central, mais soit f dérivable bornée sur R telle que f' est croissante, montrer que f est constante. C'est un peu étrange parce on a que
f' est croissante, et en fait, on va trouver que f' vaut 0. Bon, alors, mais c'est pas inintéressant, ça c'est théorique. Montrons, sous les hypothèses données, qu'en fait, f' est nul. Ben, je vais supposer par l'absurde que f' est différent de 0, donc il va exister A dans R tel que f' de A est différent de 0. Je vais faire, premier cas, f' de A est strictement positif. Je vais plutôt le noter alpha. Bon. Comme f' est croissante, pour tout x plus grand que A, f' de x est plus grand que alpha. Eh bien, soit t plus grand que a, je vais appliquer l'égalité des accroissements finis. Il existe c dans l'ouvert at tel que f de t moins f de a, c'est f' de c fois t moins a. Sauf que f' de c, comme f' est croissante, c'est plus grand que alpha. Et donc, tout ça, et alpha est strictement positif, ça tend vers l'infini quand t tend vers l'infini. Ce qui est absurde puisque f est borné. Si f' de a est strictement négatif, vous faites pareil. Attention, regardez bien. Donc f' est croissant, donc c'est quand x est plus petit que a, que f' de x va être plus petit que f' de a. Donc il faut plutôt aller regarder ce qui se passe quand t tend vers moins l'infini. Et on trouve que f de t tend vers plus l'infini. Voilà. Alors il y aurait une autre méthode que vous allez sans doute préférer, c'est d'utiliser le théorème fondamental. F de t, c'est l'intégrale de a à t de f' de x dx plus f de a. Or, pour x plus grand que a, f' de x est plus grand que alpha. Donc, cette intégrale par croissance de l'intégrale est plus grande que t moins a fois alpha, et donc tend aussi vers l'infini. Dans les deux cas, ça vous fait beaucoup penser à un exercice qu'on a fait sur les équations différentielles, l'exercice classique A, je crois. On avait utilisé indifféremment ces deux méthodes. L'inégalité des accroissements finis. Je ne rajoute pas d'exemple parce qu'on en a fait beaucoup. Les exercices sur les suites de fonctions. Alors, je sais pas si c'est exactement les bons numéros, mais vous allez les retrouver facilement. Et les études de suite récurrentes, la sup, etc. Il y avait même un cas dans un DS, très important, ce théorème. Donc, on passe pour les exemples. En revanche, le théorème de la limite de la dérivée, quelle est l'idée? Pour regarder si une fonction est dérivable en un point, en général, vous faites la limite du taux d'accroissement. Mais parfois, il est difficile à calculer. On va voir ça sur un exemple. Et donc, vous avez un théorème qui vous dit que si f elle est continue en a, dérivable au voisinage de a, et qu'en plus la dérivée de la dérivée f' de x en a a une limite finie, alors cette limite correspond aussi au taux d'accroissement. Et donc, vous récupérez, par exemple, si elle est finie, que f est dérivable aussi en a. Vous récupérez qu'elle est C1 également, puisque vous avez à la fois que f' de x f' de a égale L, et vous l'avez obtenu comme limite, donc f est C1. Ok. On regarde tout de suite l'exemple. X moins 1 arc cosinus X, c'est vraiment un exercice de sup, mais à savoir bien faire. Commencez par dire que le domaine c'est moins 1, 1, et qu'elle est continue sur moins 1, 1 ouvert. Elle est continue sur moins 1, 1 fermé, très important, puisque arc cosinus et x moins 1 sont continus. Par contre, elle est dérivable a priori sur moins 1, 1 ouvert. Alors, le risque, ça serait de penser que ça s'arrête là. Elle est dérivable sur moins 1, 1 ouvert au moins. Et comme en moins 1 et en 1, c'est des points un peu particuliers où il y a une des fonctions au moins qui n'est pas dérivable, on ne sait pas. Pour l'étude en 1, pourquoi pas faire le taux d'accroissement? Ça se passe très bien, parce que si je fais f de x moins 1 sur x moins 1, je tombe sur arc cosinus x. Et arc cosinus x, ça tend vers 0 quand x tend vers 1. Donc f est dérivable en 1 avec f' de 0 égale 1. Sauf que si j'essaie de faire la même chose en moins 1, eh bien je suis bloqué puisque je ne sais pas étudier la limite de ce taux d'accroissement. Je ne sais pas. Évidemment, c'est indéterminé comme tout taux d'accroissement, mais je ne sais pas lever l'indétermination. Sauf que je peux appliquer le théorème de la limite de la dérivée puisque f est continu en moins 1. En fait, vous pouvez mettre, si vous avez le théorème en entier, f est continu sur moins 1 fermé, par exemple. F est dérivable sur moins 1 ouvert. Ce qui est important, c'est qu'elle est continue au point et dérivable juste à côté, au voisinage. Et vous dérivez f' de x, c'est un produit arc cosinus x plus x moins 1 sur racine 1 moins x2. Arc cosinus x, pas de problème, ça tend vers une limite finie. J'en ai même pas parlé ensuite. Là, on a toujours une forme indéterminée. Allons, mais moins 1, en fait, ça sert même pas. Vous voyez, par réflexe, j'ai voulu un moins x2, ça s'annule en 1, donc polynôme, je factorise par un moins x. Mais en fait, quand vous regardez, vu que vous regardez en plus 1 et non pas en moins 1 et non en 1, en moins 1, c'est pas une forme indéterminée, tout ça se tend vers l'infini, vous êtes d'accord? Ça se tend vers moins 2, ça se tend vers 0 plus, donc ça tend vers moins l'infini. Donc, comme f' tend vers moins l'infini, par ce théorème, le taux d'accroissement aussi tend vers l'infini, et donc f n'est pas dérivable. Remarque, on aurait pu bien sûr, je l'ai pas écrit là, mais juste à l'oral, on aurait pu bien sûr
utiliser le théorème de la dérivée en 1. Et là, cette factorisation aurait été intéressante. Parce que en 1, arc cosinus 1, ça tend vers 0. Et ici, forme indéterminée en 1, mais quand je fais cette petite factorisation, il me resterait du 1 moins x racine de 1 moins x au numérateur qui tend vers 0. Donc j'aurais trouvé que f aussi était dérivable en 1 et même C1. Voilà. Donc là, dans notre exemple, on a utilisé le théorème de la limite de la dérivée pour montrer que c'était pas dérivable. Mais bien sûr, vous avez déjà vu des exemples pour obtenir qu'il l'était. On va faire une pause là.